Je fais partie de ceux qui pensent que le cinéma a beaucoup à nous proposer. Parfois grâce à une belle réalisation, parfois grâce à un budget conséquent, ou encore grâce à une panoplie de grands acteurs tels que DiCaprio, Depp, Weaver, Stone, ou encore récemment Driver pour ne citer que. Le 7e art est rempli de talents. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre en avant de grands compositeurs qui sont à l'origine de la musique, chose qui est extrêmement importante dans un film à mes yeux. En effet, je pense sincèrement que celle-ci a une influence sur la qualité d'un film, mais aussi sur son potentiel succès ou encore sur son potentiel échec. Parfois, la musique permet simplement de relier deux scènes, il est vrai, afin d'établir une transition que le spectateur ne remarque même pas. Mais selon moi, la musique permet surtout d'amplifier les émotions du spectateur. Et c'est grâce à ça que celui-ci s'identifie encore plus facilement au personnage. Et dans mon cas, c'est arrivé un bon paquet de fois. C'est pourquoi de nombreuses bandes originales sont devenues cultes avec le temps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part de mes 10 thèmes musicaux préférés du cinéma. Vous êtes sur la chaîne de Dims, bienvenue, et accrochez-vous car ce n'est que le début. Quand on décide de faire une vidéo sur les thèmes musicaux les plus marquants du cinéma, on ne peut pas ne pas parler de ce film et de sa musique culte. Je pense que vous l'avez reconnu dès la première note. Oui, Le Bon, la Brute et le Truand a effectivement un des thèmes les plus marquants du 7e art, et je pense que vous serez pour la plupart d'accord avec moi. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce thème fait partie d'un des combats les plus haletants et au suspense le plus grand de l'histoire du cinéma westernien, au travers de 8 minutes, à peu de choses près, où la musique est à son paroxysme. Réalisé par Sergio Leone et datant de 1966, Le Bon, la Brute et le Truand voit aussi de grands acteurs composer son casting, notamment Clint Eastwood, un des plus grands de son temps et qui est aujourd'hui un réalisateur de renom. Mais ici, l'homme le plus important n'est autre qu'Ennio Morricone, qui compose la bande originale de ce film et de facto ce thème ultra marquant. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, on sait qu'Ennio Morricone était très proche de Sergio Leone et qu'il le suivait dans ses différents projets. C'est quelque chose que j'adore faire, parler de l'histoire, parler de comment les choses se mettent en place, et je pense que c'est très intéressant de constater les différents rapprochements entre compositeurs et réalisateurs, puisque c'est une époque où de nombreux duos voient le jour. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a d'autres cas de figure dans cette vidéo. Des 3 westerns spaghetti que Sergio Leone a réalisés, Le Bon, la Brute et le Truand détient de loin la partition la plus populaire qu'Ennio Morricone propose. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans ce thème, Ennio Morricone utilise différents instruments que je ne pourrais tous citer car je ne suis pas un spécialiste de la musique, mais qui montrent à quel point il était en avance sur son temps. Le film est donc devenu un chef-d'œuvre du genre, et même pour moi qui ne suis pas fan des westerns, c'est un des films qui compte dans une vie de cinéphile. Ensuite, il est temps pour nous de passer à un tout autre registre. Il s'agit des films d'horreur, une catégorie qui est extrêmement importante à mes yeux et qui connote avec le fait qu'Halloween, la nuit des masques, a une grande composition. C'est pour moi un tour de force que de voir John Carpenter réaliser le film, mais aussi composer la bande originale. Et je parle bien entendu du thème principal qui est aujourd'hui un thème culte du 7e art. Sorti en 1978, ce long métrage met en scène Michael Myers, un tueur en série psychopathe qui va provoquer un massacre durant la fête d'Halloween, alors que celui-ci s'évade de l'hôpital psychiatrique après 15 ans de détention et après avoir commis un meurtre lors de la nuit d'Halloween, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il y a pour moi énormément de choses dans ce film qui sont à mettre en avant, comme la pellicule, la réalisation, mais aussi toute l'ambiance. Il est aussi intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que John Carpenter met en musique ses films, puisque c'est déjà arrivé pour Dark Star par exemple, sorti en 1974, et pour bien d'autres de ses films avant Halloween. Alors pour ce qui est du thème, celui-ci est répétitif grâce à l'utilisation du piano, et tout ceci connote parfaitement avec l'atmosphère nocturne au travers de la réalisation de John Carpenter, qui de par ses plans suggérés et sa caméra subjective, met en place une certaine tension. Halloween reste et restera donc sans doute un des meilleurs films du genre, cultissime de par son personnage, mais aussi de par sa réalisation et sa musique. Ici, j'ai vraiment envie de rendre hommage à John Carpenter, qui est un des grands réalisateurs, si ce n'est un des meilleurs de son temps, puisque celui-ci a réalisé bien d'autres films cultes à mes yeux, comme The Thing ou encore Invasion Los Angeles. Your clothes, your boots, and your motorcycle. Terminator est sans doute une saga tout aussi mythique que les autres présentes dans ce top, même si elle fut en partie gâchée selon moi. Ici, je préfère me concentrer sur un seul opus, le 2e épisode, communément appelé Le Jugement Dernier, est sorti en 1991.
Ce film, réalisé par James Cameron, est la suite de Terminator, sorti en 1984, déjà réalisé par ce dernier à cette époque, ce qui faisait de Terminator son deuxième long métrage après Piranha 2, qui a vraiment été un fiasco au niveau artistique. Cameron est assurément un des plus grands réalisateurs au monde, puisqu'en très peu de films, il a su montrer ses talents. Tout comme le premier opus, la bande originale est composée par Brad Fiedel, qui propose un thème principal à la fois triste et porteur d'espoir, qu'il a su magnifier après Terminator premier du nom. Cette musique, aux tonalités à la fois militaires et assez futuristes, impose une ambiance angoissante et une intensité folle, ce qui correspond parfaitement au genre de la science-fiction. Ainsi, ce thème a su marquer la bande originale de Terminator 2, et c'est ce qui participe aussi à le classer au rang des films cultes. Notons aussi que cette saga est aussi connue pour avoir comme acteur principal le grand Arnold Schwarzenegger, ou Schwarzy pour les intimes. Alors comme dirait ce bon vieux Schwarzy, Stay here. I'll be back. en voilà un autre de thème mythique. Ici je parle bien entendu de la composition de Bill Conti sur le film Rocky. Ce long métrage datant de 1976 a, on le sait tous, Sylvester Stallone comme acteur principal, et je pense que bon nombre de personnes ne savent pas que c'est aussi lui qui a écrit le scénario de ce film. C'est un point à mettre en avant qui montre le talent que Stallone peut avoir. Ici, le thème le plus intéressant n'est autre que Going the Distance. C'est ce genre de thème que j'apprécie et qui met en avant le côté glorieux et battant de Rocky, qui ne lâchera rien lors de combats de boxe. Et moi-même qui aime beaucoup la boxe en général et son milieu, je m'y retrouve parfaitement. La bande originale est aussi composée d'un dernier thème qui s'intitule Rocky the Reward et qui est en réalité une version épurée du thème Going the Distance. Ainsi, à défaut d'avoir une femme qui s'appelle Adrienne, je porte un profond respect envers cette saga qui, je pense, s'est fait une place parmi les sagas mythiques du cinéma. Going the distance with Creed. And if I can go that distance. Come, Josephine, my flying machine going up. She goes, up she goes. Titanic de James Cameron a été un succès monstre dans le monde entier dès sa sortie en salle à la fin de l'année 1997 pour les États-Unis et au début de l'année 1998 pour la France. Ce succès, tant au niveau critique qu'au niveau du box-office, avec notamment plus de 2 milliards de dollars de recettes sans inflation, a aussi permis de faire connaître un véritable couple d'acteurs composé de Leonardo DiCaprio et de Kate Winslet, qui sont inséparables encore aujourd'hui par une véritable amitié. D'ailleurs, ces deux étoiles montantes du cinéma à cette époque participent grandement au succès du long métrage. Et ce sont aussi deux de mes acteurs fétiches. Ce 8e long métrage de James Cameron a su provoquer les foules, notamment grâce à son sujet, mais aussi grâce à la musique de James Horner, qui permet à la bande originale de devenir un classique couronné aux Oscars pour la meilleure chanson ainsi que la meilleure musique. Il faut savoir que James Horner et James Cameron se retrouvent 11 ans après Alien, qui est le deuxième opus de la saga Alien, et si vous ne le saviez pas, le tournage a fait l'objet de relations houleuses entre Horner et Cameron. Ainsi, on peut constater que de l'eau a coulé sous les ponts et nous ne pouvons que nous imaginer ce que la bande originale aurait donné sans la composition de Horner, déjà auteur d'une très bonne bande originale sur Aliens. Ce serait un euphémisme que de dire que de nombreux thèmes de Titanic sont centrés sur la relation entre Rose et Jack, et leur émotion durant cet incroyable périple. C'est par exemple le cas du thème Unable to Stay, Unwilling to Live, qui évoque clairement l'impossibilité pour Rose de quitter le paquebot afin de retrouver Jack sur le navire. Alors oui, Titanic est aussi connu pour la musique de Céline Dion, qui fait sûrement partie de tous les karaokés de nos jours. Pour revenir au sujet principal et au choix de mon thème préféré de ce film, même si je trouve que le thème de Rose est un des thèmes les plus touchants et un des mieux construits, le meilleur thème reste selon moi In to the Sea, qui clôt la première partie de la bande originale du film et qui voit le retour de la cornemuse, ainsi qu'une apothéose certes tragique, mais qui permet de développer l'émotion du spectateur, au travers d'une envolée lyrique considérable. Toutefois, j'aimerais appliquer une mention spéciale au thème intitulé Southampton, qui prend place lors du départ du Titanic, et qui est clairement un des meilleurs du long métrage, puisqu'ici, il propose de se plonger dans une véritable aventure au travers d'une histoire profonde qui sera marquée au fer rouge le spectateur. Surtout quand on sait tous que le Titanic a bel et bien existé et a coulé en l'an 1912 en tentant de rallier New York depuis Southampton.
You think a first-class girl can't drink? Hoist the colors. Hoist the colors. Hoist the colors. Hoist the colors! Aye. The wind's on our side, boys! That's all we need! Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, réalisé par Gore Verbinski et sorti en 2007, soit moins d'un an après le deuxième volet Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit auquel il est intimement lié, n'a pas la plus grande des bandes originales, mais dispose tout de même de la meilleure de la saga, avec un thème iconique, qui engendre énormément d'émotions et qui colle parfaitement aux thématiques de ce troisième long métrage. D'ailleurs, celle-ci apporte une véritable conclusion aux divers arcs narratifs mis en place par Gore Verbinski dès le premier opus. Il était vraiment temps pour moi de vous parler de cette saga, qui tient une place prépondérante dans mon cœur, avec un casting des plus extraordinaires composé de Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley en ce qui concerne les personnages principaux. Je suis sûr que cette saga est tout aussi importante pour vous que pour moi, mais je vais être très franc. Ce troisième film est sûrement le moins bon de cette première trilogie. En effet, je trouve qu'il a quelques défauts que les deux premiers films n'ont pas, surtout le secret du coffre maudit qui est mon film préféré de cette saga et qui a su marquer les esprits avec cette fin anthologique. Ici, Hans Zimmer compose la bande originale, et il faut savoir que c'est la 5e fois que Verbinski et Zimmer collaborent après Ring, The Weatherman et les deux premiers opus de Pirates des Caraïbes. Pour conclure la trilogie de Gore Verbinski, Hans Zimmer nous offre une bande originale plutôt sympathique avec des thèmes comme Multiple Jacks qui lui permet de rendre hommage à Ennio Morricone et ses musiques de western, ou encore des thèmes comme Up is Down qui nous donnent envie d'être aux côtés de ces personnages qui essaient de retourner dans leur monde en faisant basculer le bateau. Un vrai génie ce Jack. Il y a aussi le thème What Shall We Die For qui reste pour moi un des tout meilleurs de cet opus et qui annonce clairement la couleur pour cette longue bataille finale d'une quarantaine de minutes. Enfin, le thème musical qui m'a donné envie d'intégrer Pirates des Caraïbes 3 dans ce classement n'est autre que celui intitulé At Wit's End, où Zimmer inclut plusieurs thèmes déjà connus, notamment celui de David Jones avec la boîte à musique symbolisant sa malédiction, mais on retrouve aussi un nouveau thème qui évoque le voyage et les grands sentiments, au travers de l'amour que Will et Elizabeth se portent, même si leur relation est très compliquée au sein de ce film. Ce thème est d'ailleurs énormément mis en avant dans cette bande originale, et on peut dire que Zimmer a fait un travail exceptionnel sur cette dernière, qui s'avère tout en contraste avec des moments d'action et des passages très émouvants, collant parfaitement à la situation. Et c'est pourquoi la bande originale de Pirates des Caraïbes 3 me paraît la plus aboutie de cette trilogie. Keep a weather eye on the horizon. C'est en 2004 que le compositeur Danny Elfman retrouve Sam Raimi pour la sortie de Spider-Man 2, après un premier opus aux bases très réussi qui a su marquer son temps par une réalisation de renom et une bande originale tout bonnement excellente. Pourtant, il est vrai que Danny Elfman ne fait que reprendre le matériau d'origine du premier long métrage afin d'y apporter quelques modifications. Mais il s'agit pour moi d'embellir et non de faire mieux. Je m'explique. Le thème principal voit quelques légères modifications avec une accentuation des percussions ou encore du pupitre des cuivres, qui permet de développer le thème héroïque et la représentation de Spider-Man confronté au Dr Octopus, ce dernier étant un personnage aux ambitions folles et au développement magistral. Toutefois, même si ce deuxième opus est incontestablement un grand film du cinéma et une des meilleures adaptations de super-héros du XXIe siècle, il y a de nombreux problèmes qui apparaissent durant la production du film. Il faut savoir que Danny Elfman se serait vu refuser certains morceaux, à la suite de quoi la production a fait appel à deux autres compositeurs, Christopher Young et John Debney.
qui ont été chargés d'écrire de la musique additionnelle pour le film, un fait qui prouve que l'environnement était certainement tendu avec de nombreux problèmes de production que Danny Elfman avouera par la suite, notamment entre lui et Sam Raimi, après avoir été remplacé pour Spider-Man 3 que Christopher Young a composé. J'ai envie de dire tant mieux au vu de la qualité du film qui est bien inférieure aux deux premiers longs métrages. Ici, Danny Elfman et Sam Raimi peuvent aussi être catégorisés comme un véritable duo de réalisateurs et compositeurs du 7ème art au vu du peu de films que Raimi a réalisé dans sa carrière. En effet, alors que Raimi sort des deux premiers Evil Dead cultissimes à mes yeux, ils travaillent ensemble sur Darkman, sorti en 1990, puis Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, sorti en 1993, ou encore Un Plan Simple datant de 1998. Par la suite, c'est pour Spider-Man datant de 2002 qu'ils se retrouvent, avant de collaborer pour Spider-Man 2, 2 ans plus tard. Ils finissent tout de même par se retrouver en 2013 pour Le Monde Fantastique d'Oz, dernier film qu'a réalisé Sam Raimi à ce jour. Pour conclure sur Spider-Man 2, c'est un film très important dans ma vie de cinéphile, et je suis à même de dire qu'il s'agit d'un vrai film d'auteur, que ce soit grâce à ses thématiques humaines et philosophiques, ou encore grâce à son personnage que Raimi arrive à rendre plus réaliste que jamais, faisant rêver chacun de nous. D'autant plus que tout ceci est magnifié par Danny Elfman et son thème d'une émotion aussi rare que précieuse, qui nous rappelle à tous une chose essentielle, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Companions. So be it. You shall be the Fellowship of the Ring. Right. Where are we going? En 2001, Peter Jackson et la société de production New Line Cinema nous proposent Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le premier volet d'une toute nouvelle trilogie. D'ailleurs, le tournage principal des 3 films a eu lieu simultanément sur la fin d'année 1999 et sur l'année 2000, avant que des scènes supplémentaires soient tournées chaque année entre 2001 et 2004. Ainsi, c'est une grosse prise de risque de la part de Jackson et de ses équipes, qui se voient dotés d'un budget assez conséquent, qui équivaut à près de 100 millions de dollars pour chaque film, alors que le succès en salle n'est pas assuré. Ici, Howard Shore est le compositeur attitré de cette trilogie. L'essentiel de la bande originale est enregistré à Londres, et à cette occasion, Shore utilise 2 orchestres immenses de Londres, le London Philharmonic Orchestra et le New Zealand Symphony Orchestra, mais aussi des chorales afin de proposer une des meilleures bandes originales du cinéma, ce qui lui vaut d'être récompensé plus d'une fois aux Oscars, notamment sur la communauté de l'anneau et le retour du roi. Ici, tous les thèmes musicaux sont parfaits pour moi, mais celui qui se démarque à mes yeux n'est autre que les thèmes poignants de Breaking of Fellowship qui apparaît vers la fin du film afin de montrer la séparation de Frodon de la communauté et la fin de cette dernière. C'est dans The Breaking of Fellowship que Shore rejoint les 2 thèmes principaux de cette aventure, le thème de la comté et celui de la communauté. Ici, Shore développe le thème de Frodon pour lui donner ses formes les plus touchantes et les plus remarquables. De plus, la flûte irlandaise refait son apparition et il y a une véritable ambiance de fin d'aventure qui se dégage, mais en même temps, l'espoir d'un avenir meilleur et d'une certaine continuité, au travers du thème héroïque de la confrérie refaisant surface en hommage aux différents protagonistes et au regretté Boromir. May it be an evening star. Pour finir, j'aimerais aussi parler de l'artiste irlandaise Enya, qui participe au film en chantant Annie Ron et May It Be, ce dernier thème étant une petite perle à mes yeux, et dans lequel Enya chante sur des orchestrations de cordes de Howard Shore. Ainsi, la première composition d'Howard Shore pour la trilogie du Seigneur des Anneaux s'avère être la meilleure à mon sens, mais celles qu'il a composées pour les 2 tours ainsi que le retour du roi sont également très bonnes. Tout ceci me permet d'arriver à une conclusion, amenant la trilogie de Peter Jackson au rang des films les plus cultes du 7ème art, au travers d'un travail hors norme sur tous les aspects. You mean not to follow them? Frodo's fate is no longer in our hands. Inception, sorti en 2010, est le film de Nolan qui prend place entre The Dark Knight et The Dark Knight Rises, et à l'image du film, la bande originale est magistrale et puissante. L'ouverture du film, avec le morceau Dream is Collapsing, montre que Zimmer a une main de maître, tout en sachant que c'est la première fois qu'il travaille seul sur un film de Nolan. Ici,
Zimmer propose une bande originale avec de nombreuses montées en puissance vertigineuses et des moments plus calmes, notamment en ce qui concerne les scènes entre Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard. De plus, on remarque que l'utilisation de la musique dans ce film permet de brouiller les frontières entre rêve et réalité, ce qui fait que le spectateur peut difficilement dissocier les deux. De nombreux passages musicaux sont tout aussi difficiles à identifier, étant donné que Zimmer s'amuse à ralentir, accélérer ou encore saturer tout instrument, notamment le violon ou le piano, ce qui permet d'accroître l'ambiance particulière du film. Selon moi, Time est le meilleur thème de ce film, et il est à mettre en avant puisqu'il est aussi important narrativement que musicalement. En effet, celui-ci marque la fin de l'ambitieux voyage que Nolan nous propose avec Inception, tout en suggérant la mélancolie des personnages, notamment celle de DiCaprio, qui accepte définitivement la disparition de sa bien-aimée. Ainsi, avec Inception, Zimmer compose une bande originale à la hauteur du film de Nolan, et il atteint un parfait niveau de symbiose, ce qui débouche dorénavant sur une véritable attente en ce qui concerne les prochaines collaborations entre ces deux maîtres du 7e art. You're infecting my mind. I was trying to save you. You betrayed me. But you can make amends. You can still keep your promise. We can still be together. Right here. In the world we built together. Certaines œuvres peuvent parfois venir tout chambouler dans une vie de cinéphile, quand un simple gamin se dirige vers le cinéma pour une séance qu'il n'oubliera sûrement jamais. Interstellar, réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2014, signe la 5e collaboration entre ce dernier et Hans Zimmer après la trilogie du Chevalier Noir, ainsi qu'Inception. Il est intéressant de noter qu'au tout début, Nolan a demandé à Zimmer de composer la musique du film à l'aide d'un texte d'une page écrite par ce dernier, sans rien dévoiler de l'intrigue. Ce n'est qu'après le tournage effectué que Nolan et Zimmer ont travaillé ensemble, ce qui débouche sur une des bandes originales les plus ambitieuses et un thème principal évidemment magistral. Interstellar est aussi composé d'un casting très intéressant, avec Matthew McConaughey, Jessica Chastain ou encore Michael Caine, une valeur sûre de Nolan. Dans ce 9e long métrage de Christopher Nolan, certains des procédés d'écriture déployés par Zimmer permettent à ce dernier de dresser un portrait intime des relations humaines, notamment au travers de l'absence des liens familiaux dans cette quête vers les espaces infinis et inconnus de notre système solaire. C'est un véritable tour de maître de la part de Zimmer, puisqu'ici, la relation entre Cooper et Murphy est mise en valeur par le thème principal, Day One, qui se rapporte à la solitude la plus mélancolique que peuvent ressentir les personnages si loin l'un de l'autre, avec un père condamné à ne jamais voir sa fille grandir. Enfin, l'orgue est l'instrument principal d'Interstellar, que Zimmer n'avait encore jamais utilisé auparavant, ce qu'il est intéressant de prendre en compte. Ainsi, Interstellar semble être une véritable fresque à la conquête de l'inconnu, avec les liens humains et l'amour entre un père et sa fille au centre de la narration. De plus, la musique de Zimmer participe pleinement à cette focalisation sur l'humain, ce qui fait d'Interstellar le film le plus marquant des collaborations Nolan-Zimmer à mes yeux. That's why I'm here. I'm gonna find a way to tell Murph, just like I found this moment. How, Cooper? The love, Tars, love. It's just like Gran said. My connection with Murph, it is quantifiable. It's the key. What are we here to do? Find how I tell her. La musique d'un film est faite pour être entendue. Le pouvoir de celle-ci sur la perception d'une scène est inconscient dans la plupart des cas. C'est pourquoi je souhaitais faire cette vidéo comprenant les thèmes qui m'ont le plus marqué, certains plus que d'autres, qui m'ont permis de rêver alors que je n'étais qu'un gamin qui ne s'attendait pas à arriver si vite dans la vie d'adulte. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu puisqu'elle est très importante pour moi. Prenez soin de vous, surtout en ce moment. Écoutez des bandes originales. Et on se retrouve très vite, je l'espère, pour continuer cette aventure tous ensemble. Ah et oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos thèmes musicaux préférés. Je me ferai un plaisir de tous les lire. C'était Dims, jusqu'au prochain volume.